Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Les gens qui travaillent au Collège de France ont un pouvoir d'intimidation sur un éditeur privé. Le M23 vient de s'emparer de la ville de Nia-Biondo. Mais regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. Des échanges de tirs ont repris ce matin à la frontière. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'aux loisirs, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Il y a des pillages, il y a des lynchages. Jusqu'où iront-ils? On voit aussi des viols. Et qui veut dire on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3. T'es pas en forme en plus. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et oui. Et nous allons parler. Effectivement, on parle de Gaza, on parle du Proche-Orient, on parle de la Syrie, on parle de Russie-Ukraine, mais on parle beaucoup moins de Congo et Rwanda. Et ce qui s'est passé, et au-delà des massacres d'il y a 30 ans au Rwanda, ce qui se passe au Congo aujourd'hui est un véritable, je ne dirais pas génocide, on emploie ce terme à tort et à travers, mais un véritable nettoyage. Pourquoi ? Eh bien, pour les terres rares, le lithium et compagnie. On va en parler avec Michaela Wong. Oui, 300 000 victimes en quelques mois, hommes, femmes et enfants. Et puis avant ça, on va parler aussi de quelque chose qui nous concerne évidemment, la censure. Oui, la censure, et même mieux que ça, l'autocensure. Voilà, un éditeur très connu, une institution, un éditeur plus que centenaire, avait programmé un livre, il le censure. On va en parler avec le journaliste Paul Sugy. Comment il se fait? Et c'est un bouquin contre le wokisme. Mais oui, mais alors contre le wokisme en ce moment en France, c'est pas si facile que ça. On va prendre le temps d'en parler, et puis vous allez voir les perles, les huées, les bravos. Ce qui se passe notamment avec Boualem Sansal. Il y a eu une conférence de presse chez Gallimard avant-hier, on va en parler également. Et puis en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Agnès Verdier-Molinier. Vous savez, on la reçoit souvent et avec plaisir. Ce qu'elle écrit effectivement sur le quoi qu'il en coûte, sur nous allons dans le mur. Est-ce que nous n'y sommes pas déjà dans le mur? On va prendre le temps d'en parler avec Agnès Verdier-Molinier. Mais pour le moment, oui, la guerre dans tous ses états, la guerre à bas bruit, et hélas, la guerre aussi sanglante. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Quand on est un grand éditeur, plus que centenaire, qu'on programme un livre, qu'on le commande pratiquement, qu'on est d'accord sur le titre, et puis, on le supprime. C'est-à-dire qu'on ne le publiera pas. On ne publiera pas. 3 ans après. 3 ans après la commande. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bonjour à tous, bonjour. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman et j'ai bu Félix Frey. Évidemment, vous le reconnaissez, le grand, l'unique Léo Ferré, je pue du Waterman. Poète, vos papiers. Là, c'est essayiste, votre livre. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je voudrais parler très, très rapidement des presses universitaires de France. Pour le cas où certains ne les connaîtraient pas, elles ont été fondées en 1921. Ils publient des études depuis 100 ans, donc, des écrits d'universitaires, de chercheurs. Ils ont édité Durkheim, Bergson, Freud, des grands dictionnaires, la collection Que sais-je, bien sûr. Ils ont un catalogue d'environ 7000 titres. Les PUF, on dit, perpétuent le rayonnement de la connaissance afin de servir à la recherche et de continuer de mettre à la portée du plus grand nombre des œuvres de référence. Parmi ces œuvres de référence, il y avait un livre qui devait sortir là, ces jours-ci, et il ne sort pas. Il ne sort pas en tout cas aux presses universitaires de France. Pourquoi? Alors, il y avait 3 auteurs, Emmanuel Hénin, Xavier Laurent Salvador et Pierre Vermeuren. Écoutez Pierre Vermeuren. Oui, une censure préalable. C'est original parce qu'elle provient d'un éditeur qui nous avait lui-même commandé l'ouvrage il y a 3 ans, qui avait même voulu trouver le titre
Bon, le titre, il voulait manifeste contre le wokisme. Nous, on l'a un peu rendu un peu plus voltairien en parlant de l'obscurantisme. Voilà. Et puis le contexte, effectivement, il y a 3 ans, n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et puis je crois qu'au-delà du contexte à la fois trumpien et autres, il y a eu la question d'une intimidation qui est venue du Collège de France. Intimidation venue du Collège de France. On va en parler avec le journaliste Paul Sugy. Bonjour Paul Sugy. Bonjour André Berkoff. Donc vous avez enquêté, vous avez écrit dans le Figaro sur cette question. Ce que je trouve très étonnant d'abord, c'est le contexte trumpien. C'est intéressant le contexte trumpien. Ouais, et puis ce qu'a dit Paul Garapon, l'éditeur donc au PUF, le contexte est très défavorable à la publication de l'ouvrage. Mais alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment ça s'est passé? Alors la genèse de ce projet, c'est un livre collectif qui en fait est une forme de transcription d'actes d'un colloque qui avait lieu il y a 3 ans de cela. Et comme ça se fait parfois, les différents participants de ce colloque ont accepté de livrer une contribution écrite qui synthétise ce qui s'était dit. Et donc c'était un livre sur le wokisme. Sur le wokisme, oui, alors oui. Plus précisément sur le wokisme à l'université, c'est-à-dire vraiment sur le climat d'intimidation et de terreur intellectuelle que cette idéologie woke a répandu dans certaines universités aux États-Unis et commence à répandre dans certaines universités en France et de façon générale dans le monde du débat académique. Voilà. Tout le paradoxe est évidemment que l'objet de ce livre a été finalement aussi la raison pour laquelle ce livre ne paraîtra pas. C'est-à-dire qu'en fait c'est un livre qui porte sur un climat de terreur intellectuelle et que cette même terreur s'abat sur ceux qui la dénoncent. Donc c'est un livre qui doit paraître au PUF depuis en tout cas au moins 2022. Les échanges entre l'éditeur et les 3 co-directeurs de l'ouvrage que vous avez cité en attestent. Je dis co-directeurs parce qu'après ils embarquent avec eux une trentaine d'auteurs qui ont participé aux différents chapitres de ce livre collectif. Et donc le livre est annoncé dans le programme des PUF, vous savez ce programme qu'on envoie aux journalistes quelques semaines avant la parution d'un ouvrage pour attirer l'attention des médias. Et à partir de ce moment-là, eh bien effectivement, il y a une partie de la presse de gauche, notamment des journalistes de Libération, de l'Obs, de Mediapart en particulier, eh bien qui sont venus faire pression sur l'éditeur. Comment est-ce qu'un tel livre peut paraître? Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez dire carrément, pour le sujet, des journalistes sont allés chez les éditeurs pour faire pression pour ne pas le publier, pour l'interdire. Les journalistes sont venus pour poser des questions et obliger l'éditeur à rendre des comptes sur la publication de ce livre. C'est ça, avant qu'il ne paraisse. Avant qu'il ne paraisse. Et attirant ainsi l'attention d'un certain nombre de relais d'opinion, et dont le professeur Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, historien. Oui. Patrick Boucheron, que je connais bien pour avoir publié un très long portrait de lui dans les colonnes du Figaro il y a quelques semaines, parce qu'il s'est fait connaître autour de lui parmi ses pairs, et y compris d'ailleurs parmi certaines personnes qui partagent parfois un certain nombre de ses idées, mais comme véritablement, je crois, un exemple archétypique de ce que c'est qu'un mandarin, c'est-à-dire une personnalité influente dans le monde universitaire, qui fait régner autour de lui un climat d'intimidation et un peu aussi de courtisanerie, c'est-à-dire que Patrick Boucheron est quelqu'un qui estime qu'il doit être entouré d'un aréopage de courtisans. Certains même m'ont dit au sein de l'université, il faut lui baiser la babouche, et quand on a le malheur de lui déplaire, eh bien on peut s'attirer ses foudres, et ça peut aller jusqu'à la suppression d'un ouvrage. Comme tous ces mandarins, mais justement, lui, il a de la France aussi, il faut le dire, ou de l'histoire de France, une vision particulière. Il faut rappeler Patrick Boucheron. Patrick Boucheron est notamment effectivement le directeur de l'histoire mondiale de la France, qui était un livre paru, je crois, en 2017, qui remettait en cause le récit national, en fait, en défendant une thèse complètement inverse, qui était celle qu'au fond, la France ne serait rien sans le reste du monde. Voilà. Et il est serait depuis une espèce de maison de passe ouverte à tout vent. Voilà, il est depuis effectivement le porteur d'une idéologie post-nationale. Pourquoi pas? C'est son droit le plus strict. Mais là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question des idées de Patrick Boucheron, mais il est une question de ses méthodes. Et donc, ça nous amène à la journée de vendredi dernier, vendredi 7 mars. Ouais. Vous avez dans le quartier latin, c'est-à-dire dans le cœur de la vie intellectuelle française, une petite sauterie organisée toute la journée qui s'appelle, je crois, Stand Up for Science, qui est une journée de mobilisation en soutien au monde de la recherche et de l'université aux États-Unis, menacée, en tout cas disent ceux qui participent à cette journée, par les coupes budgétaires de l'administration Trump. Trump et ceux qui l'ont élu, puisqu'il n'est pas arrivé là tout seul, a décidé de couper un certain nombre de crédits, notamment alloués à l'université. Et donc, aux États-Unis, beaucoup de chercheurs s'en émeuvent. Et en France, de wokisme et d'islamo-gauchisme aussi. Alors effectivement, même si après dans le détail, on pourrait voir par exemple que ça parfois ça excède le combat contre le wokisme, qu'on voit que par exemple Trump va jusqu'à couper des crédits à des organismes de recherche sur le climat, etc. Mais c'est un autre débat. Ouais. Vous avez en France un mouvement de solidarité par rapport à la recherche américaine organisé dans le quartier latin, et ça commence vendredi matin
matin par une conférence de presse au Collège de France, avec notamment en guest star l'hôte des lieux, Patrick Boucheron. Et puis ça se suivait d'ailleurs par, je crois, un petit défilé en souvenir du bon vieux temps des barricades de mai 68, un petit défilé dans les rues du 5e arrondissement. Bref, pendant cette conférence de presse, vous avez toute la presse qui est là face à Patrick Boucheron. Et alors à ce moment-là, Boucheron lance une fatwa sur les auteurs, les co-directeurs de l'ouvrage à paraître au PUF sur le wokisme. Face à l'obscurantisme woke. Face à l'obscurantisme woke. En disant, regardez, on parle du Trumpisme. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il leur dit, on est entre nous. C'est-à-dire que Boucheron a conscience qu'il parle à un petit cercle d'universitaires et d'intellectuels, bien contents d'être entre eux dans ce climat confortable où aucune opinion dissidente n'est admise. Et alors, il leur dit, mais ouvrez la télévision, vous voyez, le Trumpisme, ça existe aussi chez nous. Et d'ailleurs, il y a un livre à paraître au PUF, et il répète ça 3 fois, au PUF, Presse universitaire de France, je rappelle. Voilà, bien comprendre que si Patrick Boucheron insiste avec autant de véhémence sur la parution de cet ouvrage, c'est que les presses universitaires de France, comme vous l'avez très bien dit, André, au début de votre émission, c'est un éditeur prestigieux qui édite depuis plus d'un siècle un certain nombre d'universitaires et de personnalités du monde académique qui ont marqué l'histoire de la pensée. Donc Boucheron dit, c'est pas possible. Et donc Boucheron dit, au fond, c'est chez nous, c'est dans notre petit écosystème intellectuel, et on ne veut pas de cette pensée-là, de cette dénonciation du wokisme chez nous. Et ensuite, voilà, Boucheron dit, le vrai danger, c'est Trump, c'est pas le wokisme, et ceux qui parlent du wokisme sont il dit, des idiots utiles. Vous voyez, qu'un universitaire en insulte d'autres, puisque ceux qui dirigeaient l'ouvrage sont tous 3 professeurs à l'université, Xavier Laurent Salvador, Emmanuel Hénin et Pierre Vermeuren. Et donc, c'est un universitaire qui dit, au fond, mes collègues sont des idiots. On appréciera l'élégance du verbe. Et puis, ce livre ne devrait pas paraître. Et donc, à la suite de cela, eh bien, les journalistes qui s'étaient intéressés à la parution à venir de ce livre ont insisté dans leurs questions auprès de l'éditeur, contraignant donc les presses universitaires de France qui, prenant cette décision, n'ont pas fait preuve d'un très grand courage, contraignant donc l'éditeur à renoncer à la publication du livre, en tout cas à surseoir, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire on le fait pas maintenant et plus tard on verra. Non mais pour le sujet, moi c'est ça, ce qui me paraît d'ailleurs très préoccupant, plus que préoccupant, c'est d'abord que Patrick Boucheron peut très bien dire ce livre apparaît, c'est un livre tissé d'idiotie, etc. Ce qui est son droit, mais de dire il ne doit pas paraître. Est-ce qu'il a dit, Boucheron, ce livre ne devrait pas paraître? Il ne dit pas ça doit pas paraître. Il attire l'attention des journalistes qui ensuite, vous voyez, c'est vraiment, il faut comprendre, la machine à censure de la gauche intellectuelle et médiatique, c'est comme ça. Il y a des personnes qui désignent la cible. Boucheron désigne la cible. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut accepter ça? Les autres et vous avez les journalistes qui embrayent et qui harcèlent de questions, etc. Je crois comprendre, même si il faudra peut-être leur poser la question, mais je crois comprendre qu'au sein de la maison d'édition des presses universitaires de France, c'est davantage la direction de la communication qui a pris la décision de suspendre le livre que l'éditeur lui-même. En tout cas, le but était de protéger la maison face aux polémiques à venir. Oui, j'aimerais insister. Pardon. Mais c'est là que j'allais dire que l'histoire de Patrick Boucheron, c'est quand l'éditeur Paul Garapon dit le contexte est très défavorable à la publication de l'ouvrage. C'est quand même grave. Je veux dire qu'un éditeur pourrait dire, enfin je ne sais pas, moi je suis éditeur, j'ai été éditeur pendant 20 ans dans diverses maisons d'édition, mais il y en a d'autres, pourraient dire, écoutez, il y a cela, moi nous publions le bouquin, nous l'avons prévu, maintenant chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais enfin l'acte de dire je déprogramme et je ne sais pas si je vais le publier est quand même un acte extrêmement grave pour un éditeur. D'autres, pas PUF ou pas PUF. Ouais. D'autant plus que Paul Garapon, en l'occurrence, c'est celui qui a vraiment accompagné cet ouvrage depuis le début. Pierre Vermeuren l'a dit dans l'extrait que vous avez partagé, c'est lui qui en avait trouvé le titre. Donc c'est qu'il croyait à cet ouvrage. Alors quand il invoque le contexte, on comprend bien que le contexte c'est Trump. C'est intéressant. Et ça veut dire que le mouvement porté par les électeurs américains aux États-Unis, d'émancipation par rapport à une idéologie qui a imposé la pensée unique dans le monde, notamment universitaire pendant des années, eh bien ce mouvement-là crée les effets inverses en France. C'est-à-dire qu'on a une espèce de McCarthyisme inversé, où celui qui, pour une raison valable ou non fondée, passera pour trumpiste, eh bien sera lui-même censuré, parce que il y a en fait en France, dans le petit milieu intellectuel universitaire, dans toute la France, il y a cette espèce de démonstration de vertu qui consiste à dire, regardez, nous on est des purs, on n'est pas comptable de ce qui se passe aux États-Unis avec la vague Trump, et même on va s'en prémunir encore plus violemment. On va être plus wokiste encore et plus que jamais. Exactement. C'est l'effet indésirable de la vague Trump.
c'est que pour l'instant, en France, eh bien, ça accompagne un mouvement de censure encore plus fort. J'aimerais dire une deuxième chose. On parle du Collège de France. Le Collège de France, bon, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est une institution qui est créée par François Ier pour faire un contrepoids au pouvoir de la Sorbonne. Et donc, c'est une manière de dire pour le politique, on aimerait reprendre un peu en main la vie intellectuelle avec une inféodation plus grande du Collège de France au pouvoir politique. C'est pas la première fois que le Collège de France intervient dans la publication de ce livre. Il y a déjà quelques temps, lorsque les écrits ont été empilés pour constituer le livre, il y avait une contribution prévue de la part de la démographe Michel Tribala, qui devait démontrer qu'on connaît bien, et que vous connaissez bien, et qui est, je crois, extrêmement sérieuse et qui n'a jamais tenu le moindre propos qui ne soit extrêmement bien argumenté. Et donc Michel Tribala voulait remettre en cause un certain nombre de thèses défendues notamment par François Héran, qui, et c'est la vie universitaire qui veut ça, défend des idées adverses. Et François Héran est un professeur du Collège de France. Eh bien, l'éditeur des PUF, là encore, de peur de déplaire au Collège de France, a déjà exigé des co-directeurs de l'ouvrage que Michel Tribala ne soit pas dans le livre. Vous voyez, on enlève un auteur, et puis ensuite on enlève tout le livre parce qu'il ne faut pas se fâcher avec le Collège de France. Mais je crois que ce qui est encore plus grave, je le dis, je le répète, justement, vous ajoutez de l'eau à notre moulin, Paul Sugy, c'est la peur. Il est impossible que la peur, à ce niveau-là, on n'est pas occupé par qui que ce soit aujourd'hui, j'espère qu'on ne le sera plus jamais, mais que la peur amène un éditeur à dire, ah là là, oui, on va plus supprimer telle chose. C'est la peur, vous savez. Le fascisme, le véritable fascisme, qu'il soit de gauche ou de droite, il arrive par la peur. Il arrive d'abord par la peur, il arrive d'abord par l'intimidation, et c'est ça qui est grave. Merci Paul Sugy, merci en tout cas, beaucoup, de vos André éclaircissements. Parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Du matin au soir, et on a raison de le faire, on parle de ce qui se passe au Proche-Orient, entre Gaza, Israël, on parle de ce qui se passe en Russie, Ukraine, les avancées, les tueries, presque 1 million de morts, en tout cas, on sait beau et de blessés. On parle de la Syrie, ce qui se passe est tragique depuis quelques jours, enfin depuis des années bien sûr, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe au Congo, au Rwanda, oui en général en Afrique, beaucoup moins. Alors de temps en temps un article paraît, mais pourtant en ce moment, il y a non seulement des massacres, mais il y a eu des millions de morts également. Pourquoi ? Pour les terres rares. C'est quoi les terres rares ? Pourquoi ce qui se passe entre Congo et Rwanda ? Eh bien on en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors voilà, dans cette frontière qui entre le Congo et le Rwanda, je parle de la République démocratique du Congo, c'est bien ça, le Congo Kinshasa. Ben il se passe des choses terribles depuis déjà longtemps, mais là en ce moment il y a une recrudescence terrible. Et pourquoi ? On en parle et on est toujours heureux de la recevoir avec Michaela Arong. Michaela Arong, vous êtes journaliste anglaise, vous avez travaillé pour Reuters, BBC, Financial Times, vous êtes maintenant freelance, comme on dit, indépendante. D'ailleurs, vous l'avez toujours été indépendante, faut le dire. Spécialiste de l'Afrique, et vous avez écrit au moins 2 livres qui ont été publiés aux éditions Max Milo. Le premier, c'est Rwanda, assassin sans frontières, et La chute de Léopard. Et donc, vraiment, vous connaissez parfaitement et ce continent et ce qui s'y passe. Alors là, on a des chiffres, dites-moi, c'est les chiffres d'Amnesty International qui dit ceci. Depuis les années 90, selon les Nations Unies, au moins 6 millions de Congolais sont morts, pas forcément en raison de tueries, mais également de maladies, de blessures, des suites des viols et des conditions précaires d'existence liées au combat. Et 4 millions au moins depuis les années 90 ont été déplacés dans l'indifférence quasi générale ou presque de la communauté internationale. Ce sont des bons chiffres? Bon, il y a toujours un débat, surtout sur les déplacés actuellement, parce que effectivement depuis janvier, on a vu toute une invasion de ce mouvement rebelle, le mouvement 23. Le mouvement 23. Alors expliquez-nous, c'est quoi ce mouvement 23 justement? C'est un mouvement de Tutsis congolais. Des soldats qui font partie de cette minorité ethnique Tutsi, qui ils ont mutiné contre l'armée congolaise. D'accord. Et ils ont été présents dans cette région, le nord
Kivu et le Sud Kivu depuis des années et des années. Mais depuis janvier, on a vu vraiment une campagne, et c'est soutenu par le Rwanda, le pays voisin, le pays tout petit. Mais parce que le Rwanda c'est tout petit par rapport au Congo. Il n'y a rien à voir. Mais quand même, c'est le Rwanda qui a vraiment l'armée impressionnante. Et on sait très bien que derrière le mouvement 23, il y a les soldats et l'armée rwandaise. Effectivement, on dit qu'il y a entre 8 000 et 12 000 soldats rwandais actuellement sur le territoire congolais en train de soutenir le mouvement 23. Et avec des massacres et des exactions terribles, non ? Bon, on voit, comme malheureusement, qu'on voit souvent dans cette région, on voit des massacres, on voit du pillage, des lynchages, des viols. On disait même qu'il y avait 60 viols en moyen chaque jour dans les dernières 2 semaines de février. Et effectivement, actuellement, on essaie de faire croire au public qu'il y a le calme à Goma, la ville au Nord Kivu, qui est contrôlée maintenant par le mouvement 23. Et on envoie des journalistes de la part du Rwanda pour dire que tout va bien, raconter que tout va bien, tout est tranquille. Mais effectivement, on voit qu'au sud, à Bukavu, où il y a eu des grands pillages, il y a des prisonniers qui échappent des prisons, il y a des meurtres au plein vue, et des corps un peu partout. Et c'est parce qu'effectivement, la police congolaise n'est plus en place, et on avait formé une nouvelle police, et ils sont il n'y a plus personne. Alors justement, Michaela, on voudrait comprendre qu'est-ce qui a fait cette recrudescence depuis janvier, depuis quelques mois, même avant. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a cette présence, en tout cas, le mouvement 23, appuyé par l'armée rwandaise sur le territoire du Congo. Est-ce que c'est véritablement pour la bagarre pour les terres rares, le fameux lithium, le coltan, etc., etc. Bon, je pense que c'est sûr que c'est un élément. Parce que le Congo, ils ont tous ces minéraux, et c'est des minéraux, on sait très bien qu'il y a très peu du côté de la frontière rwandaise. Mais c'est le territoire du Congo qui a ces minéraux. Oui, le lithium, le coltan, l'or. L'or est très important, on oublie un peu, mais il y a eu des exports énormes d'or récemment à partir du Rwanda et aussi du Ouganda. Et on sait très bien qu'il n'y a pas des mines d'or miraculeuses au Rwanda. Mais effectivement, je pense que c'est pas la seule raison, et que c'est vraiment une question de contrôle. C'est le pouvoir. C'est un monsieur Paul Kagame, le président actuel du Rwanda, qui veut faire voir aux dirigeants africains des Grands Lacs que c'est lui le plus important, que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide. Et depuis 3 ans, il est en train vraiment de pousser, et on a l'impression maintenant, il a donné plusieurs discours où il parle du fait que les anciennes frontières du royaume du Tutsi étaient beaucoup plus larges. Donc il voudrait un peu s'étendre, enfin en tout cas essayer de dire qu'on peut changer les frontières. Il l'a pas dit directement, mais ses références, on a bien noté. Et on voit que parmi les cercles intellectuels rwandais, on parle de plus en plus de cette question de l'ancien empire. Mais alors c'est à la fois, vous voulez dire à la fois, il y a des raisons évidemment économiques très importantes, que ce soit les terres rares ou l'or, évidemment ce sont des milliards et des milliards de dollars derrière, et puis les questions du pouvoir et de l'influence. Oui, et je pense c'est un monsieur qui est très ambitieux, et il a toujours cru qu'il est plus malin, plus intelligent que les autres. Il a derrière lui une armée vraiment impressionnante, grâce un peu à notre aide, notre soutien financier du côté des Occidentaux.
Occidentaux, oui. Et je pense à un certain moment, il avait l'impression que l'Ouganda, son voisin, et le Burundi et aussi le Congo étaient en train de fabriquer, de signer des accords, surtout pour des transports, la construction routière et ferroviaire, et il n'était pas... il n'était pas impliqué dans ces projets. Et ça... mais alors dites-moi, vous dites l'armée rwandaise est très forte, Michael Arong, mais comment, et le Congo ne rétorque pas, je veux dire, est-ce que l'armée congolaise, qui est quand même, enfin le Congo, on voit la puissance du pays, mais l'armée congolaise n'est pas à cette hauteur-là On a toujours eu un problème avec l'armée congolaise, et depuis les années Mobutu, sur laquelle je parle dans mon livre, parce que le FAZ, les forces armées zaïroises, à l'époque, eux, dès qu'il y avait un combat réel, ils enlevaient les uniformes, ils devenaient des citoyens ordinaires. Ils se battaient pas. Ils se battaient pas. Et on a vu un peu la même chose cette fois-ci. Il y a eu des combats sérieux, mais quand même, il y a eu aussi beaucoup de soldats qui font la même chose. Mais ils sont mal payés. Souvent, ils sont même pas nourris. Ils ont peur. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une complicité entre les officiers congolais souvent et les Rwandais. Ils se connaissent très bien et ils voyagent un peu à travers la frontière très souvent, et il y a eu des donc on peut dire payés. Que le Congo le Zaïre, comment dire, est une espèce de passoire aujourd'hui pour qu'un certain nombre de Rwandais, enfin de l'armée de militaires rwandais, évidemment dirigés. Mais alors dites-moi, en attendant, c'est le peuple, les hommes, les femmes, les enfants qui payent le prix. Bon, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On sait très bien que Denis Mukwege, le monsieur qui a gagné le prix Nobel de la paix, c'est un chirurgien spécialisé dans les femmes qui ont été violées d'une façon tellement violente, elles ont besoin de chirurgie. Et c'est à Bukavu que son hôpital Panzi est basé. C'est parce qu'il y a des années, c'est toujours les femmes qui payent. Oui, c'est terrifiant cela. Et en fait, donc, tout est fait pour que ça continue. C'est-à-dire, ça peut continuer dans un silence assourdissant, ou il peut y avoir de sortie de cela. Il n'y a pas eu une silence complète. Il faut dire que des côtés des Occidentaux, il y a eu des sanctions annoncées par mon propre pays, le Royaume-Uni, les Américains aussi, l'Allemagne. Mais ça a été fait, enfin, ça a commencé à avoir exécution, ces sanctions. Certaines sanctions, on dit ça va avoir lieu. La Belgique aussi a été très directe, elle a coupé le soutien, mais on voit une silence frappante de la part des Français et aussi de la part de l'Union européenne. Le Parlement a beaucoup critiqué, ils ont demandé qu'on annonce des mesures. Il n'y a rien eu du côté Union européenne. Pas encore. Et ni France. Non, pas encore. On sait très bien que la Quai d'Orsay est en contact avec Kagame, mais ils n'ont rien annoncé jusqu'à maintenant. Et donc et vous savez, il faut rappeler, vous le savez, ce qui est quelque chose qu'on a vu dans les informations qu'on a cherchées, malgré la présence de ressources précieuses telles que le cobalt, le cuivre et le coltan et l'or sur son territoire. Et c'est ça qu'on se dit, on est pantois, quoi. La RDC, la République démocratique du Congo, fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Selon des estimations, 74,6% de la population vivait avec moins de 2,15 $ par jour en 2023. C'est quand même terrifiant. Oui, ça. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je pense que c'est surtout. J'étais à Kinshasa en 2023 et j'ai vu comment Kinshasa, c'est 10 fois plus grand de quand moi j'habitais là-bas. Mais il y a une pauvreté, il y a une énergie qui est une richesse et une chaleur, mais en même temps, on voit une pauvreté frappante. Michael Arong, merci beaucoup, merci de vos éclaircissements. Je rappelle et vraiment je recommande vos livres sur le Rwanda, Assassins sans frontières, sur la chute des léopards. Et je sais que vous êtes maintenant dans d'autres domaines, mais c'est toujours intéressant de rappeler ce que vous avez à nous dire. Merci. Merci beaucoup. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alerte générale à tous les parents qui nous écoutent. Papa, quand vous jouez avec votre garçon. Maman, quand vous jouez avec votre fille ou votre garçon. Attention, il y a une étude qui va vous expliquer comment il faut s'occuper de ses enfants quand vous les faites jouer. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. J'ai pas envie de l'avoir née et même habillée non plus. Je suis une bille ou un héros. Eh oui, il faut savoir ce qu'on fait maintenant, il faut savoir ce qu'on fait. Alors vous me dites de quoi on parle, mais c'est très simple. Évidemment, comme tous les parents, vous jouez avec votre gosse, votre fille, vous jouez avec votre garçon, et voilà, à des jeux. Attention, mais pas n'importe quel jeu, il faut faire attention. Faut pas conditionner l'enfant s'il veut faire un jour sa petite transition de genre. Écoutez. Est-ce que c'est un problème, se demande Clara Georges dans sa rubrique Daron, si les parents n'investissent pas les activités ludiques, comme disent les spécialistes. Alors non, pas forcément, et tant mieux, car l'adulte qui intervient dans le jeu de son enfant le pousse sans le vouloir à reproduire des schémas genrés. Voilà, c'est ce que dit cette étude relayée par Le Monde, parce que les papas notamment jouent plus volontiers au foot qu'à la poupée. Conséquence, les garçons qui bénéficient de tant de jeux avec leurs parents vont plus souvent que les autres aller vers des jeux dits de garçons. En revanche, cet article rappelle l'importance de l'imitation chez les enfants. Si je vois papa cuisiner, ça me donne envie de jouer à la dinette. Voilà, zéro culpabilisation. On a le droit d'abandonner le croque-carotte pour préparer un gâteau et tout le monde passera un excellent dimanche. Et voilà, c'était sur France Inter, effectivement. Voilà, il faut lutter contre les stéréotypes du genre. Donc, l'étude demande au papa, pas jouer avec leur fils des jeux de garçons. Et oui, il faut pas les conditionner. Et puis, sans doute avec les filles, pas jouer à la poupée. Non. Le garçon peut jouer à la poupée, les filles peuvent jouer à la guerre. Et allez, amusons-nous. Allez, petite transition. Allez, touillons. Voilà, ça s'appelle l'éducation nouvelle mode et nouvelle conquête. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La 7e compagnie, bien sûr. Où est passée la 7e compagnie? Elle est là. Et nous sommes tous là. Si vous voyez le studio de Sud Radio en ce moment, il y a Maud qui est en gendarme. Il y a notre ami Julien qui est déjà absolument équipé, et quant à Manu, il est en guêtre, il a tout, il a sa mitraillette, il a tout. Voilà, on est tous prêts pour la guerre. Et oui, pour la guerre, car je vous le signale, demain jeudi, France 2 des programmes envoyés spécial et complément d'enquête. Vous voyez ces deux émissions phares, et propose une édition spéciale de l'événement La France face à la guerre. Nous y sommes, en tout cas selon effectivement les télévisions, nous y sommes, voilà. Faut se préparer. Je sais pas, la Russie est déjà en Belgique, oui, elle franchit les Panzer Division, non, les Cosaques arrivent, ils sont presque en Belgique, enfin voilà, la guerre. Alors on ne parle plus que de ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs à BFM, il y avait avant-hier une émission aussi sur la France face à la guerre, et on a entendu ceci de la part de cette chère amie Macha Merrill, qui, pour fêter ses 80 ans, a lancé une très belle proclamation. Écoutez. Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable, ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances, et aller à l'étranger, se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et qui veut dire, on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3, et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Voilà, chère Macha Merrill, voilà, alors là, écoutez, ce sera notre marraine de guerre, hein. La Madelon va nous servir à boire. Formidable. Alors, vous voyez, laisse-moi t'aimer, voilà, la France va s'aimer face à la menace militaire, effectivement, la menace militaire que l'on voit encore une fois à nos portes, en tout cas, on nous dit qu'on la voit à nos portes, et voilà. Et puis,
qu'est-ce qu'elle dit, Macha Merrill? On va s'acheter un seul pantalon de 3 et voilà, on va redevenir, on va faire des économies. D'ailleurs, notre épargne va aller à l'effort de guerre. Ça y est. Attendez, nous sommes vraiment en 39, nous sommes en 14, ça y est, c'est fait. Peut-être qu'il faudrait penser à ce que c'est que la guerre de façon réelle, à ce que les millions de morts inutiles qu'il y a eu déjà, notamment en Ukraine, où ils ont 1 million de morts et de blessés. Faudrait peut-être réfléchir un peu avant de dire tout va se régler puisque la guerre est à nos portes. Silence dans les rangs, on ne parle plus de rien, on ne parle plus que d'une chose, la guerre. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si on en est là, si c'est pour ça qu'on déprogramme toutes les émissions pour faire des émissions sur la guerre prochaine. Mais peut-être, je dis ça comme ça, très mezzo voce, peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu, Faudrait réfléchir un peu à ce qu'on appelle le réel. Vous savez, il y a un réel, il y a le narratif, il y a partir en vrille. Et puis il y a le réel. Alors mesurons les choses vraiment et soyons un tout petit peu lucides, ça ne fait jamais de mal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Et c'est là que je finirai ma vie, chantait Johnny Hallyday dans les portes du pénitencier. Et on peut se demander si Boualem Sansal ne va pas finir sa vie dans une prison, dans un hôpital en Algérie. Comme vous le savez, ça fait 3 mois maintenant, qu'il est un peu plus de 3 mois d'ailleurs, qu'il est là-bas, qu'il est retenu là-bas, qu'il est otage, et on n'a pas grande nouvelle. Sauf qu'il y a eu effectivement une conférence de presse aux éditions Gallimard, en présence d'Antoine Gallimard et de Maître Zimré. Vous y étiez, Maude Koffler? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, c'était assez frustrant, en fait, parce que c'est un point presse qu'ils font assez régulièrement pour donner des nouvelles de Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'apprend rien, finalement. C'est que les canaux par lesquels passait notamment Maître Zimré ont cessé d'émettre, entre guillemets, c'est-à-dire que les informations qui leur sont données ne sont plus du tout vérifiables. La seule chose... Lui n'a jamais pu, d'ailleurs, accéder à l'Algérie. N'a jamais pu. Il a fait plusieurs demandes de visa qui lui ont systématiquement été refusées. Et l'une des raisons pour lesquelles ça a été refusé, c'est parce qu'il est juif. C'est l'Algérie. On est sûr de ça? Ah oui, parce que l'Algérie a demandé à Boualem Sansal de changer d'avocat, parce qu'il était juif, justement. Et en fait, ce que nous apprend Maître Zimré, alors d'abord, c'est que Boualem Sansal est à l'hôpital. Il ne fait plus d'aller-retour entre la prison et l'hôpital. Il est soigné en permanence à l'hôpital à Alger pour un cancer de la prostate. Sa femme, qui est sur place, a le droit de le visiter de temps en temps selon les humeurs des autorités algériennes. Et l'autre information, c'est que le Maître Zimré va avoir recours aux organes de l'ONU cette fois pour tenter de libérer Boualem Sansal. Ils vont s'adresser à l'ONU pour que l'ONU fasse quelque chose. Parce qu'en fait la voie juridique est complètement bouchée. Il n'y a pas de procès équitable possible. Il n'y a même pas de procès tout court possible finalement, puisque l'avocat ne peut même pas se rendre sur place, puisque l'avocat algérien, en fait, Boualem Sansal a voulu s'en séparer et se défendre lui-même parce qu'il considère que cet avocat est complètement lié aux autorités algériennes. Donc c'est un bazar sans nom, et en fait c'était un peu le thème de cette conférence de presse, le grand flou. C'était voilà. Alors attendez, quid de la France? Personne n'a posé la question. Alors, que fait la France? Après tout, il est franco-algérien, je le rappelle. Oui, plusieurs journalistes ont posé la question, où en sont les négociations. En fait, Maître Zimré est incapable de dire si des négociations ont été entamées. Ah oui, il ne sait même pas s'il y a une négociation entamée. Et non. Même il devrait le savoir pourtant du côté français. C'est pour ça que Maître Zimré, en fait, saisit les organes de l'ONU, parce que, de toute évidence, le canal diplomatique ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est un peu tir croisé pour tenter de libérer Boualem Sansal. Mais écoutez, on pourrait peut-être avoir une suggestion au gouvernement algérien, puisque quand on lui envoie ou des OQTF ou des influenceurs algériens, il nous les renvoie tout de suite. Peut-être qu'il pourrait nous renvoyer Boualem Sansal, comme ça. Mais alors, il faut aussi souligner que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a tenté de menacer l'Algérie en dénonçant les accords de 68, appuyés par François Bayrou. Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a stoppé net cette initiative. Il y a une autre proposition ce matin au micro d'Europe 1 et CNews par l'ancien ministre Charles Millon, qui a appelé à nommer Boualem Sansal ambassadeur auprès de l'UNESCO, une mesure qui permettrait, pourquoi pas, la libération rapide de l'écrivain. Ou l'immunité. Eh bien écoutez, on espère vraiment que ceux qui doivent se mobiliser se mobilisent. Merci Maude. Salut, c'est Anthony. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle a écrit « On va dans le mur ». Elle a dit « Il faut faire 60 milliards d'économies ». Elle a dit au prochain président « Voici ce qu'il doit faire ». Pourquoi est-on en marche vers l'immobilisme? Elle nous prévient, la France peut-elle tenir encore longtemps? Le vrai état de la France, nous dit-elle. Mais où va notre argent? Oui, ça c'est la question fondamentale. Où va notre argent? Et là, elle nous dit, on est face au mur. Voyez, Agnès Verdier-Molinier, c'est pas le mur des lamentations, c'est le mur des exhortations. Là, elle nous le fait tous les 2 ans ou tous les ans, elle nous dit, ça ne va pas. Le problème, c'est que plus ça va, plus ça ne va pas. Alors, ce n'est pas faute d'avoir prévenu, ce n'est pas faute de donner des informations, ce n'est pas faute de dire des choses. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Donc, vous êtes effectivement, vous avez ce plus récent livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Donc, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité et les solutions pour en sortir. Et j'ai l'impression, je vais d'abord vous poser cette question. Agnès, c'est vrai que vous avez un sens formidable de la persévérance et vraiment 100 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage et vous avez raison de le faire parce que vous donnez beaucoup d'inventions, beaucoup de chiffres et puis vous n'êtes pas en mauvais termes avec les mots et encore moins avec les chiffres. Donc, mais on se dit en même temps, mais alors écoutez, à chaque fois qu'un de vos livres sort, et on est toujours heureux d'en parler avec vous, mais on a l'impression que ça s'aggrave. Alors, vous n'y êtes, vous, pour rien, c'est évident. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'écoute pas, on fait le sourd, on continue. Là, alors, vous dites, oui, on peut s'en sortir à chaque fois. Vous nous dites, on peut s'en sortir. Sauf que à chaque fois, on a l'impression que, oui, mais les somnambules, je ne sais pas si c'est les somnambules qui nous gouvernent. Enfin, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais comprendre pourquoi on en est encore toujours à ce stade, Agnès. Écoutez André, vous avez tout à fait raison. La sonnette d'alarme, ça fait pas mal d'années qu'on la tire et qu'il se passe pas autant de choses que ce qu'on voudrait. Mais je crois qu'avec ce livre, Face au mur, j'explique que vraiment on est au pied du mur. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire, puisque la Cour des comptes l'a dit il y a pas très longtemps sur le sujet des finances publiques. La France est au pied du mur. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas voulu voir l'obstacle. On a été dans le déni. C'est ce que je dis dans l'introduction du livre. Oui. On a finalement procrastiné. On a mis tous les problèmes sous le tapis. On n'a pas voulu voir que la France aussi, à un moment, peut se retrouver dans une situation comme la Grèce ou comme le Portugal ou comme l'Irlande à faire appel au FMI. Et je trouve grave ce qui est en train de se passer en ce moment parce que quand moi je vois des personnes qui en off me disent finalement on pense qu'on ne pourra pas faire les économies, qu'on les fera pas parce que culturellement, parce que politiquement, on n'a pas le courage de le faire, eh bien finalement on attend le FMI. Et moi j'aimerais avec ce livre dire non, je suis pas d'accord, on n'attend pas le FMI, on refuse d'aller dans le mur, on se dit on peut finalement adopter d'autres solutions, adopter des mesures qui ont marché ailleurs en Europe. Alors justement, Agnès Verdier-Molinier, justement pour faire bien comprendre à nos auditeurs et avoir un peu votre avis. Si le FMI arrive, prenons le scénario, je dirais pas catastrophe, un scénario, on va pas jouer ni les peurs ni l'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si le FMI, comme il l'a fait en Grèce, dise écoutez maintenant, drastique, c'est plus possible, on va faire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Politique, économie fiction, mais pas tellement fiction. Voilà. Justement, André, je l'écris dans le livre, je fais un chapitre entier sur ce sujet. Que ferait le FMI en France? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on attend que le FMI arrive, ça voudra dire qu'on est vraiment allé très très profond. Au fond du trou, et qu'on a creusé encore la dette et qu'on a encore creusé le déficit et qu'on s'est retrouvé. Mais ce n'est pas impossible, Agnès Verdier-Molinier, c'est pas impossible que la perspective FMI arrive. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, mais pendant des mois, on a entendu sur beaucoup de radios et de télé dire mais la France n'est pas la Grèce, mais la France finalement c'est autre chose. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez symptomatique, c'est la France, c'est la France. Et qui voudrait dire, en fait, André,
qu'on prêtera toujours à la France quoi qu'il arrive, quel que soit notre niveau d'incurie de gestion publique finalement. Et même si on était à 7 ou 8% de déficit public, finalement, il y aurait toujours quelqu'un pour nous prêter. Et là, je trouve que c'est grave de dire des choses comme ça parce que finalement, ça laisse penser qu'on peut avoir un niveau de déficit et de dette qui est de plus en plus aggravé sans pour autant qu'il se passe rien. Alors qu'en fait, c'est faux parce que on a besoin des marchés financiers pour faire tourner la France. Je vous l'avais déjà dit sur ce plateau, 300 milliards empruntés par an. C'est absolument gigantesque. Et si on creuse encore dans le mauvais sens, ce sera encore des besoins encore plus importants. Et il faut se dire que si la France est dégradée par les agences de notation, il y a un moment où les banques, les assureurs, ne nous prêteront plus parce qu'ils considéreront que c'est un investissement à risque. Et donc, quand la mer va se retirer, on risque de se retrouver avec cette intervention potentielle, et ce que je ne souhaite pas, évidemment. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait concrètement ? Mettons, le FMI est là. Qu'est-ce qui ferait le FMI ? Mais encore une fois, je relance le scénario. Très concrètement. Le scénario, il est très concrètement exactement celui qui s'est passé dans d'autres pays, que ce soit la Grèce ou le Portugal. C'est une baisse des pensions. Une baisse des pensions de 15-20%, peut-être plus. C'est ça qu'on dit pas à nos concitoyens. Quand on dit, en ce moment, c'est assez lunaire, on est en train de se dire, on pourrait retourner à la retraite à 62 ans. Mais c'est faux, en réalité. Il y a rien de plus faux. En réalité, on devrait être en train de se dire, comment on fait pour repousser l'âge de la retraite à 66 ans ou à 67 ans ? Pourquoi ça a un lien avec le sujet de que ferait le FMI en France ? Parce que là où le FMI est intervenu, évidemment, il y a eu des coupes énormes dans les retraites. Et que si on n'explique pas ça à nos concitoyens en disant il faut faire un effort nous-mêmes tout de suite, plutôt que se retrouver avec un effort gigantesque et avec des coupes sombres dans finalement le pouvoir d'achat notamment des retraités, mais aussi dans les salaires des agents publics. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là quand le FMI est intervenu ? Eh bien, ils ont ouvert les comptes, ils ont dit il y a une masse salariale trop importante et ils ont baissé les salaires publics. Ils ont augmenté. Il y a la baisse des salaires. Il n'y a pas que les pensions, il y a la baisse des salaires. En fait. Mais oui, mais parce que la réalité, c'est que quand vous êtes dans une situation d'extrême urgence, où il n'y a plus personne qui veut prêter à un pays, sauf à des taux énormes, exorbitants, que le pays ne peut plus payer, on se retrouve dans la situation où on dit, il faut couper dans la masse salariale, il faut couper dans les retraites, il faut augmenter le temps de travail, il faut supprimer des postes, mais c'est pas du non-remplacement de personnes qui partent à la retraite, c'est l'idée de dire, non, mais il y a des licenciements, donc notamment dans les administrations publiques. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, André, c'est-à-dire que soit on est dans la situation où on est au pied du mur et où tout le monde reconnaît qu'on est au pied du mur, mais on veut pas faire le job. Et en ne voulant pas faire le job, on va entraîner avec nous tous nos compatriotes dans une situation qu'ils n'auront pas vu venir parce qu'on ne leur aura pas expliqué. Et ce que je souhaite faire avec ce livre, et ce qu'on fait avec les travaux de la Fondation IFRAP, avec mon équipe, c'est vraiment dire, mais voilà la pédagogie de ce qu'il faut éviter. Voilà. Et j'explique bien dans le livre qu'il n'y a pas que des pays qui ont été aidés par le FMI quand ils avaient des problèmes de finances publiques. Il y a aussi des pays qui ont fait le travail eux-mêmes parce qu'ils ont pris les devants. Et ils ont pris conscience que leur dette était trop importante, leur déficit trop important, qu'ils étaient arrivés dans des niveaux d'impôts aussi sur les entreprises et les entrepreneurs qui finalement étaient défavorables à la création de valeur ajoutée dans leur pays et donc à la création de richesse, j'en parle dans le livre. Et ces pays-là, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Suède ou d'autres, ils ont fait un travail de fou de réorganisation des politiques publiques, de décentralisation, de privatisation, de mise en concurrence, ce travail que nous ne voulons pas faire, que nous ne faisons pas. Alors on va en parler, Agnès Verdi-Molinier, mais nous n'avons pas fait le travail, c'est ça. Nous, je ne sais pas si on veut le faire, on ne veut pas le faire. Apparemment, on ne veut pas le faire, en tout cas. Nous, on fait l'autruche. Voilà, on fait l'autruche. Et d'ailleurs, je rappelle, vous rappelez dans votre livre, mais il faut les rappeler, 57% des dépenses publiques, nous sommes à une dette de 300 milliards d'euros de dette. Encore une fois, car les impôts
il y a plus que les impôts sur les os, comme disait Michel Audiard, 44% de taux de prélèvement obligatoire. Il faut qu'un déficit à 5,5% du PIB. Tout chiffre qu'on connaît, mais il est toujours bon de le rappeler. Et même 6%, 6% oui, du PIB 6%. de déficit en 2024, André, rappelons-le. Oui, absolument. Et ne parlons pas, alors on va en parler parce qu'on aura le temps d'en parler, Agnès, on a tout le temps. Les investisseurs étrangers, parce qu'il faut rappeler que 55% de la dette française est détenue, c'est bien ce que vous dites, par des investisseurs étrangers. Et juste un mot là-dessus, c'est ce qui est intéressant, vous en parlez dans un paragraphe, et moi ça m'a vraiment, les bras m'en tombent, personne ne sait qui sont ces investisseurs étrangers, à part peut-être l'agence France Trésor et encore. C'est quand même hallucinant. On ne sait pas qui sont ces investisseurs étrangers. On est dans une situation où on est un des pays les plus endettés, qui a sa dette la plus internationalisée, la plus détenue à l'étranger. Ouais. Et souvent, on me dit dans les conférences, les interventions ces derniers temps, oui, mais les États-Unis sont très endettés aussi. Oui, les États-Unis sont très endettés aussi. Bien sûr. Mais ils détiennent beaucoup plus, eux-mêmes, les Américains, leur propre dette que nous. Il y a que autour de 24% de la dette américaine qui est détenue à l'étranger. Nous, vous l'avez dit, c'est autour de 54%. Ouais. Et en plus, André, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la dette, il y a de la dette à 10 ans, ça c'est celle qui est la plus connue, celle dont on connaît le taux. Aujourd'hui, on est à 3,54% sur le taux à 10 ans. Donc ça a beaucoup monté ces derniers temps quand même. On est au-delà des taux les plus importants qu'on avait eu en 2011 au moment de la crise des dettes souveraines. Et il faut se dire que ce soit les Américains, que ce soit les Italiens, que ce soit les Japonais, que ce soit les Britanniques, tous ces pays-là, ils ont beaucoup de dettes, mais leur dette est majoritairement détenue par leurs résidents. Par les nationaux. Et nous, dans la dette par les nationaux. Et dans la dette à court terme, la dette qui est souscrite pour 3 mois à 1 an, André, on est à 83%. 83% des souscriptions, ce sont des non-résidents, des étrangers. 83%. Donc la dette oui, 83%. C'est énorme. Donc on est dans une situation où on n'est pas du tout en train de baisser le niveau de détention à l'étranger de la dette française, on est plutôt en train de le monter, ce niveau. Pourquoi aussi, il faut bien le souligner, parce que beaucoup de nos compatriotes ne souhaitent plus détenir de la dette française dans leur placement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sous les yeux la gestion des finances publiques françaises. Ils voient qu'on ne fait pas d'efforts pour les économies. Alors, si nos compatriotes le voient avec autant d'acuité, vous comprenez bien que les agences de notation... Les autres aussi, bien sûr. Ils vont, à un moment, ils vont dire il n'y a pas l'effort sur la baisse de la dépense. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on sait qui détient la dette ? Eh bien, on connaît par zone géographique, mais on ne sait pas quel pays... Finalement, quel ressortissant de quel pays détient la dette, alors que le Trésor américain, lui, donne les chiffres pays par pays, avec des estimations. Nous en sommes incapables, et je redis dans le livre à quel point c'est dommageable pour l'information de nos compatriotes sur ce sujet. Agnès Verdier-Molinier, nous allons en parler. Je rappelle votre livre Face au mur, et justement, puisque nous sommes face au mur, on voit ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les audits vis-à-vis, parce que ils ont, eux, 33 000 milliards de dollars de dette. Et même si c'est détenu par des nationaux, eux, ils ont pris le taureau par les cornes et ils sont en train de bouger, quel que soit ce qu'on peut penser de X ou Y ou Z. On en parle tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous, évidemment, parce que, écoutez, ça nous concerne tous au premier chef. Si on est dans le mur, est-ce que le mur va s'écrouler sur nous ou on va arriver à contourner l'obstacle? That is the question. À tout de suite. L'ami Jean-Luc. Bonjour, Dame Laurent. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors on est face au mur. Et on fait quoi face au mur ? Vous savez, il y a plusieurs attitudes. On peut dormir. On peut dire, attendez, encore une minute, monsieur le bourreau, on a le temps, ça va, on peut ronfler tranquillement. Et paître en paix sur les on a encore de belles petites prairies, Et puis après, on peut se dire, écoutez, non, on va quitter ce mur, on va aller ailleurs, si on peut aller ailleurs. Et sinon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, vous savez, la phrase,
Agnès Verdier-Molinier, qu'on entend le plus. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Je veux dire, parmi les gens, encore une fois. Et effectivement, ceux qui peuvent faire, qu'est-ce qu'ils font? Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation IFRAP, et nous sommes avec vous, Agnès Verdier-Molinier, face au mur, date désindustrialisation, normes assistants à la sécurité. Alors, vous donnez beaucoup de choses, vous dites, faites des économies, faisons des économies, faisons des économies. C'est votre côté Cassandre depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, et puis peut-être que à un moment donné, on peut espérer qu'un de ces somnambules va s'éveiller en disant hey, pourquoi pas. Mais je voudrais justement parler de ce non pas ce qu'il y a lieu de faire, mais des constats. Vous dites, et vous en parlez tout le temps, en fait, vous avez dit, si on ne fait pas des économies, tout le reste c'est très joli, mais si on ne commence pas à prendre sur soi, à balayer devant sa porte, à nettoyer sa porte, peut-être à rendre la maison un peu moins coûteuse, eh bien, il faut commencer à faire le travail. Et alors, je prends vous parlez des baisses des subventions et des financements européens, par exemple, mais pas seulement. Mais moi, il y a une chose que je voulais parler. Vous dites une baisse de 10% des subventions aux associations, 3 milliards, permettrait de réduire les dépenses publiques sans pour autant supprimer totalement le soutien aux structures associatives. Et c'est quelque chose, Agnès Verdier-Molinier, qui m'a vraiment inspiré. Je me dis, mais attendez, ok, bien sûr qu'il y a des structures associatives qui font un très bon boulot, et il ne s'agit pas de jeter l'enfant associatif avec l'eau du bain dépensier. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un audit? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des gens qui font le boulot et d'autres qui le font moins, qui ne le font pas du tout et qui reçoivent des millions, voire des milliards? Vous citez aussi les opérateurs publics, ADEME, ONF, et autres, peut-être l'AFD, l'Agence française de développement, mais rien. L'ADEME, vous citez l'ADEME. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'évaluation quant à l'efficacité? Est-ce que ce n'est pas ça l'une des racines du problème? Parce que on va pas parler du Conseil économique et social, on va pas parler de choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais enfin, on veut savoir d'abord où va notre argent, oui, mais à qui est-ce que ce qui fait le boulot, fait le job? Et oui, André, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde une question de dépenses publiques, on se dit, mais il y a des milliards et des milliards, mais qui sont pas évalués. Voilà. Sur les subventions aux associations, c'est plus de 20 milliards d'euros par an en subventions et de l'ordre de 30 milliards en commandes de la puissance publique vis-à-vis des associations. Énorme. Et sur les subventions, elles sont pas aussi bien documentées que ce qu'on voudrait. Et souvent, les associations qui touchent des subventions au niveau local, elles déposent pas leurs comptes, elles font pas la transparence sur leurs comptes, alors que normalement c'est la loi. Ouais. Et on devrait avoir tous les comptes des associations subventionnées qui devraient être en ligne et on devrait pouvoir les consulter. Et puis on se pose aussi la question d'associations qui en fait sont subventionnées à 90%, à presque 100% ou à au moins 80%, et on se dit finalement, est-ce qu'elles devraient pas avoir aussi des recettes propres, ces associations? Oui. Et on pourrait avoir une règle qui dirait 1 euro de financement public s'il y a 1 euro de financement privé par des dons, etc., par exemple, etc. Oui, donc tout ça, c'est du bon sens. Et en même temps, ça fait des années qu'on en parle. Et il se passe pas grand-chose, vous le savez bien. Et sur les opérateurs de l'État, c'est la même chose. Toutes les agences que vous avez citées, l'ADEME, mais il n'y a pas que l'ADEME. Il y a Météo France, il y a évidemment France Travail, pardon. Oui, France Travail, énormément de structures qui sont en fait des agences de l'État et sur lesquelles il y a un problème d'information. Il faut vous rendre compte qu'on ne sait même pas exactement compter le nombre d'agences, d'opérateurs, de comités Théodule qu'on a. Alors, on a une estimation autour de 1080, 1090 sur l'ensemble, mais déjà, il n'y a pas un document complet sur les opérateurs et les agences de l'État qui détaillent tout. Il y a plusieurs documents qu'il faut regarder les uns après les autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui recouvre quoi. Et par ailleurs, on a une information sur les recettes de toutes ces agences de l'État, mais on n'a pas d'informations sur les dépenses. Alors, nous, on a fait une estimation à la Fondation IFRAP, on est entre 130 et 140 milliards de dépenses. C'est énorme. Vous vous rendez compte, 130 à 140 milliards d'euros de dépenses sur lesquelles, finalement, on n'a pas tellement d'informations parce que
sur la plupart des opérateurs de l'État, alors c'est pas vrai pour l'ADEME, met en ligne beaucoup d'informations sur son budget, mais beaucoup d'opérateurs de l'État ne donnent pas leur compte annuel. Oui, ils ne les mettent pas en ligne. Oui, mais Agnès, c'est un scandale d'État, excusez-moi. Qu'on soit encore en 2025 à se dire ça, qu'on sait depuis des années, pour moi, c'est un constat non seulement d'échec, je le dis, d'incompétence et de faillite. Il est inadmissible. Toute entreprise qui fait son travail, il y a des audits, on regarde, etc. Comme vous dites, au moindre euro. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ce boulot? Ils ont commencé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce boulot en France? Nous dépensons, vous avez dit, vous parlez de dizaines de milliards, de centaines de milliards, alors que nous sommes en dette. Et ce qui est extraordinaire, quand même, franchement, il y a de quoi, je m'excuse, il y a de quoi s'énerver dans cette histoire, de dire, mais c'est pas possible. Vous dites la France, vous parlez de ça, vous parlez de démocratie, vous parlez de tout cela, et vous n'êtes pas foutus. Je parle des presses qui nous gouvernent et qui sont gouvernées, hein, gauche-droite confondue, c'est pas un problème, je veux dire, de tendance politique, c'est un problème d'efficacité, de base. Vous nous dites même pas, vous dites vous-même, voilà, on ne sait pas, on sait ce qu'ils dépensent, on ne sait pas ce qu'ils reçoivent, on sait ce qu'ils ont, enfin si, on sait ce qu'ils reçoivent, mais on ne sait pas comment ils les utilisent, on ne sait pas comment on fait le travail, on ne sait pas les résultats. L'Office national des forêts, il y a trois opérateurs pour l'Office, pour les forêts, par exemple, et les empilements. Vous voyez, Agnès, vous parlez de ça, vous dites ça, et après, je ne sais pas, moi, rideau de fumée. C'est quand même énorme. Écoutez, vous avez vu, André, comme moi, qu'au Sénat, ils ont mis en place une commission d'enquête sur les opérateurs et les agences pour essayer de dénombrer le nombre. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on en est encore là? Ils sont en train de travailler et ils vont rendre normalement à l'été une documentation où on aura quelque chose de cohérent. Ouais. Mais le premier rapport sur les opérateurs de l'État, c'est un rapport de l'Inspection générale des finances de 2012. Ouais. Il s'est quasiment rien passé depuis. C'est le premier rapport. Ouais. Le rapport le plus documenté qu'on ait eu sur les opérateurs de l'État. D'accord. Il date de 2012. À l'époque, on a dit c'est 50 milliards de dépenses. Peut-être vous vous en souvenez. Ouais. Hein, c'était à peu près 50 milliards. Et maintenant, on est autour de 130, 140 milliards. Donc, c'est dingue. En 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ouais. Donc, le sujet, c'est que toutes ces agences, ça a augmenté en poids. Hein, et on l'a montré à la Fondation IFRAP dans nos travaux, c'est que on voit bien que même quand on réduit parfois le nombre d'agences et d'opérateurs, la dépense qui est en face, elle ne baisse pas, elle ne fait qu'augmenter. Et c'est vrai que on a l'impression que finalement on fait semblant de faire des économies d'un côté et que de l'autre côté ça augmente. Vous vous souvenez de la période de Nicolas Sarkozy où il y avait des baisses d'effectifs avec des non-remplacements de départ à la retraite. Tout à fait. Et ça c'était valable pour l'État, mais c'était beaucoup moins appliqué dans les opérateurs et les agences de l'État. Donc il y a des points de fuite si vous voulez. Ouais. Et le problème que vous soulignez, c'est les redondances en fait. C'est le fait que on a des agences qui s'occupent des mêmes choses que les ministères, qui s'occupent des mêmes choses que les collectivités locales. Et par exemple sur la santé, c'est assez impressionnant parce que vous avez la Haute Autorité de Santé, vous avez l'ANSES, vous avez la Caisse nationale d'assurance maladie où il y a 2200 personnes, vous avez le ministère de la Santé mais qui s'occupe aussi des retraites, du social, etc. où il y a 13 000 personnes, vous avez les caisses primaires d'assurance maladie où il y a 70 000 personnes et à la fin vous vous dites mais comment on fait pour avoir autant de doublons partout et on sait même plus qui est en charge de quoi. Hein, et on se dit, est-ce que avec les ARS, avec les missions à la fois nationales, à la fois locales, et tout le monde qui finalement intervient sur des périmètres qui sont proches, et tout ça avec l'argent évidemment des Français, puisque c'est notre argent qui finance, et avec en fait une dérive administrative et qu'on peut qualifier de bureaucratique. Qui fait qu'on n'a même pas un meilleur service public à la fin. On n'a même pas un meilleur système de santé. On a plutôt un système de santé qui est moins bon. Et je rajouterais, André, que avec toutes ces structures, on n'a même pas été fichu de se dire que avoir deux assureurs, un assureur de base à l'assurance maladie obligatoire plus l'assureur complémentaire santé qui est aussi obligatoire, on s'est pas dit qu'il fallait faire comme aux Pays-Bas. Hein, j'en parle dans mon livre, Face au mur, aux Pays-Bas ou en Suisse, où ils ont mis les assureurs en concurrence pour avoir un seul assureur pour tout. Oui. Et ben voilà. Mais nous, on est dans une situation où on paye 15 milliards par an,
15 milliards par an entre les assureurs de base, l'assurance maladie obligatoire, la caisse primaire d'assurance maladie et votre assureur complémentaire. 7,5 milliards d'un côté, 7,5 milliards de l'autre, 15 milliards par an. On devrait payer 4 à 5 milliards de moins par an, au moins là-dessus. Oui, c'est fou. D'ailleurs, dans votre livre, vous le montrez très bien, Agnès Verdier-Molinier, mais on le sait, d'ailleurs, dans vos précédents livres aussi, c'est que on voit très bien le bon sens, dit combien de dizaines de milliards on pourrait faire d'économies. On va en parler tout de suite, mais encore une fois, il y a un problème au sommet, mais aussi à la base. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous parce que ça vous concerne, c'est votre portefeuille, ça vous concerne et non seulement votre portefeuille, mais votre niveau de vie. À tout de suite. Au Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Si vous souhaitez intervenir, bien sûr, on vous le rappelle, vous pouvez appeler le 0826 300 300 et pour écouter cette émission en direct, vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Agnès Verdier-Molinier face au mur, on voit très bien, vous parlez évidemment dans votre livre, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité, c'est presque les 7 péchés capitaux de notre cher et doux pays. Et puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr qu'on peut faire. On l'a vu, on en a parlé. Et malheureusement, encore faut-il que il y ait. Encore une fois, c'est moi qui parle. Et je ne veux pas engager Agnès Verdier-Molinier là-dessus. Mais les somnambules au sommet et puis aussi il y a autre chose. Et Agnès Verdier-Molinier, je vais vous faire écouter quelque chose qui est intéressant. Que ça s'est passé à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Donc il y a des députés. Et parmi les députés, il y a les députés de la France Insoumise. Et parmi les députés de la France Insoumise, il y a Ercilia Soudé. Elle parlait du travail, du chômage et tout ça. Écoutez, parce que c'est intéressant, parce qu'une partie des Français pense comme elle. Écoutez, Ercilia Soudé, c'était il y a une semaine. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat. Valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. J'y vois également une attaque à peine voilée à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les véritables assistés, ce ne sont ni les étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Valoriser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement chez les ultra-riches. Mais la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. Voilà, une simple question de mathématiques. Vous voyez, c'est résumé. Alors c'est très... Donc, comment voulez-vous valoriser la France qui travaille? C'est raciste. Oui, vous parlez pas des travailleurs étrangers. Les chômeurs, évidemment, les chômeurs. Mais s'il n'y avait pas les ultra-riches, à qui on prend rien, évidemment, etc., etc. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi je voulais vous faire entendre cela? Vous connaissez sans doute déjà, mais voilà, c'est un point de vue, en tout cas, qui est présenté comme ça, mais il est brut de décoffrage, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux personnes qui pensent ou qui ne sont pas loin de penser comme Ercilia Soudé, Agnès Verdier-Molinier, par rapport au paysage français? Dans le livre, je fais une partie entière sur le sujet du mur de l'assistanat. Et je considère que c'est un des murs qu'on a à affronter. Autant que le mur de la dette ou de la désindustrialisation ou des normes ou de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'un système comme celui de la France, avec un modèle social qui en fait désincite au travail, c'est un système qui finalement engendre son propre déclin. Parce que plus vous désincitez au travail, moins vous créez de valeur ajoutée. Et contrairement à ce qu'a dit la députée de la France Insoumise, je pense qu'on a un très gros problème avec ça en France. Qui n'existe pas d'ailleurs dans les pays du nord de l'Europe. Hein, je l'explique dans le livre. D'ailleurs, ils se sont réveillés bien avant nous et ils sont très généreux. Ils aident vraiment leurs concitoyens qui sont dans la peine avec, par exemple, des revenus d'existence comme le RSA. Ouais. Mais ils ne le donnent pas pendant des années sans s'arrêter. La moyenne de temps passé dans l'équivalent du RSA dans les pays du nord de l'Europe, c'est 1 an ou 2 ans. Nous, la moyenne, c'est 5 ans.
Et souvent, les personnes qui en sortent, ils vont vers des retraites ou du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé. Alors, c'est pas la majorité, mais c'est une bonne partie. Donc, la question, André, qui se pose, c'est pourquoi les pays du nord de l'Europe ont réussi à avoir des systèmes généreux, mais qui ne désincitent pas au travail, et pourquoi nous, en face des aides, on n'a pas des devoirs. Et je parle dans le livre aussi de la réforme de France Travail, où on dit les personnes qui sont au RSA maintenant vont devoir s'inscrire à France Travail. C'est effectif depuis le 1er janvier. Mais pour pas que les personnes en question grossissent les chiffres du chômage et la catégorie A des demandeurs d'emploi, on a créé des catégories différentes, les F et G. Ouais. C'est quand même incroyable. Et on dit finalement, ils vont pas être obligés de rechercher un emploi. Mais alors que c'était ça l'objectif initial, c'est que toutes les personnes qui sont... Et d'ailleurs, je trouve que à la France Insoumise, ils devraient écouter un peu plus Fabien Roussel, qui a dit il y a pas très longtemps qu'il fallait supprimer le RSA. Parce que les personnes qui aujourd'hui sont bénéficiaires du RSA, elles voudraient en réalité avoir un emploi. Et le fil rouge, ça doit être le travail et l'emploi. Ça doit pas être créer plein d'aides qui finalement, à la fin... désincitent, quand on les cumule, à la reprise d'un emploi. Parce que finalement, la liberté de chacun, c'est aussi d'avoir son indépendance et de pas dépendre de l'État ou de la sécurité sociale. Et pour répondre à ce qu'elle a dit sur Bernard Arnault, et en fait qu'il fallait aller chercher l'argent là où il est. Ouais. Chez les ultra-riches. Chez les ultra-riches. Chez les ultra-riches. Ouais. Et là aussi, j'en parle dans le livre, mais on va sortir une nouvelle étude à la Fondation IFRAP qui, de mon point de vue, est passionnante et qui montre qu'il y a une concentration de l'impôt de plus en plus importante sur les 10% qui gagnent le plus en France, qui maintenant payent sur la totalité des impôts directs plus de 52%. De la totalité des impôts directs est payée par ces 10%-là. Et ça s'est aggravé. Depuis 2017, ça a pas baissé, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que plus ça va, plus on met sur le dos des mêmes personnes, et d'ailleurs tout ce qui a été fait ces derniers temps, et je veux pas rentrer dans les détails, mais la taxe plancher sur l'impôt sur le revenu, qui a été votée là pour 2025 sur les hauts revenus, en réalité, ce sont des mesures qui vont faire fuir et qui font fuir déjà nos entrepreneurs, parce que ceux dont on parle, les soi-disant ultra-riches, les riches, etc. Les soi-disant, il y a de vrais ultra-riches quand même, Agnès Verdier-Molinier. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que c'est leur richesse ? Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises dans lesquelles travaillent nos concitoyens, en grande partie. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux-là, on les veut pas en France ? Parce que quand on écoute la députée, on a l'impression qu'elle veut pas d'entrepreneurs en France. On a l'impression que quand on dit qu'il faudrait plus de Bernard Arnault en France, elle dit que c'est une insulte à l'intelligence. Ouais. Et je trouve ça très grave. Parce que si on dit demain à toutes ces personnes qui sont en fait des entrepreneurs qui créent des emplois, qui créent de la valeur ajoutée dans notre pays. Donc on leur dit vous partez et quittez la France, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les impôts que ceux-là payent, ils en payent énormément, contrairement à ce qu'on nous raconte toute la journée, notamment dans l'hémicycle du côté de la France Insoumise. Ils payent déjà une énorme partie par leurs entreprises. Les entreprises de France qui ont un niveau de prélèvement obligatoire qui est 150 milliards plus élevé que dans les pays de la zone euro. Donc c'est énorme, André, le niveau de prélèvement obligatoire payé par les entreprises. Plus le fait que ces personnes-là, en tant que ménage, ils payent de l'impôt sur la fortune immobilière, ils payent des surtaxes exceptionnelles sur les hauts revenus, ils payent des niveaux de CSG et de prélèvements sociaux qui sont gigantesques. Oui, vous vous dites on ne les épargne pas vraiment, enfin on peut pas dire qu'ils ne sont pas effectivement imposés. Non, mais ils sont surimposés, et demain, si on continue avec ce genre de discours, ils quitteront la France. Et demain, c'est nous tous, les autres, qui sont beaucoup moins riches, qui devront payer la note. Et je peux vous dire que là, les députés qui ont poussé à partir de France nos entrepreneurs, ils seront bien embêtés. Parce que ils verraient à ce moment-là à quel point la note d'un impôt en prélèvement obligatoire était énorme payée par ces personnes-là, et que en le partageant sur les autres, il restera plus grand-chose à la fin du mois. Donc, en fait, ce raisonnement-là, il est négatif. On a tout à gagner, tous autant qu'on est, à multiplier le nombre d'entrepreneurs en France plutôt qu'à le diviser. Agnès Verdier-Molinier, juste, nous avons d'ailleurs plusieurs auditeurs, évidemment, ça intéresse beaucoup de monde. Nous avons Chantal de Bastia. Bonjour Chantal.
Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour madame. Bonjour madame. Écoutez, moi j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans par rapport aux retraites. De l'argent en France, il y en a. Il y a toutes ces agences sur lesquelles vous avez parlé. Les subventions, il faut qu'il y ait quand même une mission d'intérêt public et pas donner des subventions à tire-larigot. Moi, je vois pas pourquoi on donnerait des subventions à la presse écrite, au groupe justement de Monsieur Bernard Arnault, qui touche pour le Parisien, les Échos et d'autres, Le Monde, en fait, tout le monde touche des subventions. Moi, je dirais, une vraie capitaliste. Donc moi, je suis pour qu'on entreprenne, qu'on ne donne pas des subventions aux entreprises, mais par contre qu'on les assassine pas au niveau des impôts. C'est eux qui créent de la richesse. Donc la dépense c'est bien, il faudrait un peu parler des recettes. Je veux dire, parce que malheureusement, on ne fait plus recettes en France. Il n'y a qu'à voir la balance commerciale en 2002. Donc avant de rentrer dans l'euro, était excédentaire. En 2005, elle était à l'équilibre. Et à partir de là, on n'a fait que perdre. Donc l'euro aussi nous a fait perdre énormément d'argent. Moi, je suis désolée. C'est vrai que moi, je travaille dans la santé et je peux vous dire qu'en tant que personnel soignant, il y a des tas de normes, des tas de trucs, l'ARS, la CHAES et tout ça. Oui, on en a parlé d'ailleurs, Chantal. Voilà. Je crois qu'on est d'accord sur le fond là-dessus. Et aussi sur les députés, les sénateurs. Il y a trop d'élus aussi en France. On va reparler. Agnès Verdier-Molinier va vous répondre. Juste une petite pause. On retrouve Agnès Verdier-Molinier et on retrouve effectivement d'autres auditeurs, Anne-Catherine et autres. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Agnès Verdier-Molinier pour Face au mur. Alors Agnès Verdier-Molinier, effectivement, on en a parlé. Quand Chantal dit, oui, il faut voyager, c'est ce qu'on disait au moment de l'audit, supprimer en tout cas supprimer les associations, les surassociations, les gens qui sont dans le même périmètre et qui coûtent des milliards. Je crois qu'il y a aussi ça. Qu'en pensez-vous? Oui, mais alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit Chantal, c'est qu'elle a dit, il y a énormément de subventions aux entreprises. Et ça, je trouve qu'il faut se méfier d'une chose, c'est que en ce moment, on entend beaucoup, il y a qu'à aller chercher les 200 milliards qu'on donne aux entreprises. Non, il y a qu'à aller chercher, les 200 milliards des Russes pour le moment, c'est ça qu'on dit, des avoirs russes. On dit ça aussi, mais moi j'ai entendu par ceux qui sont dans le conclave sur les retraites, et ça fait le lien avec le sujet des retraites que Chantal a évoqué tout au début. Il n'y a pas 200 milliards d'aides aux entreprises qui seraient des subventions. C'est pas vrai, en fait. Il faut vraiment comprendre les choses. Dans les 200 milliards, l'essentiel, c'est des allègements de charges sur les bas salaires. Les emplois à domicile, beaucoup d'emplois qui sont mal rémunérés. Et puis, ce sont des crédits d'impôt ou des baisses d'impôts pour les entreprises. Mais malgré ces allègements de charges et ces baisses d'impôts pour les entreprises, nos entreprises payent quand même, entre les charges et les impôts, 150 milliards de plus que dans la moyenne des pays de la zone euro. Ça veut dire que si on supprimait tout ce qui est dans les aides aux entreprises, qui sont des allègements de charges, donc des baisses de charges et des baisses d'impôts, on doublerait l'écart avec les autres pays de la zone euro. On serait quasiment à 10 points d'écart avec ces autres pays. Il faut se dire que ça détruirait nos entreprises. C'est vraiment important de le dire. Par ailleurs, il y a quelques subventions, mais on a regardé à la Fondation IFRAP un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui chiffre sur 28 milliards de subventions qui ont été étudiées de l'État, des vraies subventions, de l'argent qu'on donne. Eh bien, sur 28 milliards, André, il y en a 20 qui sont des milliards qui sont donnés aux entreprises publiques. La SNCF, la RATP, la Poste, EDF. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Vous voulez dire qu'on ne donne que 8 milliards aux entreprises privées, c'est ça, ce que vous dites? Je veux dire que quand on regarde dans le détail, à la fin, on a l'impression qu'il y a des centaines de milliards qui sont donnés aux entreprises et que quand on regarde dans le détail, finalement, il reste que quelques petits milliards qui, en réalité, sont donnés, notamment, par exemple, de la part des collectivités locales, que pour des PME de moins de 250 salariés, etc. Je dis pas qu'il faut subventionner. Je dis qu'il faut se méfier des gros chiffres qu'on nous donne et qui, quand on regarde à l'intérieur, OK, on pourrait supprimer les subventions aux entreprises privées. Mais en réalité, ça ferait beaucoup moins que ce qu'on croit. Et ça voudrait dire supprimer aussi les subventions à la SNCF et à la RATP pour financer le régime spécial des retraites
de la RATP et de la SNCF. Ça, personne ne le dit. Donc ça, c'est un premier sujet. Et sur les normes, oui, évidemment, juste un mot, Agnès, un mot, Agnès Verdier-Molinier, parce que c'est important. Et pourquoi, dites-moi, alors évidemment, on va nous traiter de milléistes, ou me traiter de milléistes délirants. Moi, quand j'ai vu, je pose la question, je ne suis pas compétent. Quand j'ai vu Javier Milei, le nouveau président argentin, avoir la liste des ministères, évidemment, lui, alors il n'y allait pas avec le dos de la tronçonneuse, et il disait afuera, tel ministère, telle organisation, etc. Sauf qu'on voit dans le gouffre abyssal où était l'Argentine que quand même il y a eu des chiffres assez impressionnants. Est-ce que sans aller jusqu'au afuera, Agnès Verdier-Molinier, est-ce qu'il faudrait pas quand même tailler dans le vif, encore une fois, en fonction de l'efficacité des évaluations? Je repose la question, mais c'est la question fondamentale, sinon on fait rien. Mais bien sûr qu'il faut réduire et qu'il faut se poser la question du nombre d'agents par ministère, par opérateur, du nombre d'opérateurs, de la redondance, de la question des subventions, où vont vraiment ces subventions et comment elles sont utilisées, mais peut-être se rendre compte aussi que c'est beaucoup de subventions de l'État à des entreprises qui sont les entreprises de l'État, comme les associations. Il y a beaucoup de subventions de l'État vers des associations qui sont en fait des faux nez de l'État. Des subventions des collectivités locales à des associations qui sont en réalité quasiment des associations qu'on pourrait qualifier de parapubliques parce qu'elles sont très peu en réalité financées par des dons privés. Et à la fin, vous vous rendez compte que tout ça, c'est beaucoup du public qui finance le public aussi. Et que quand on a l'air de dire qu'il y a des milliards qui sont donnés aux entreprises privées, en réalité non. Il y a juste l'idée d'empêcher les entreprises de disparaître parce que on les aurait tellement surtaxées. Donc, un exemple intéressant d'une région qui me disait, finalement, on donne quelques petites subventions à des artisans parce que les artisans en question viennent voir les régions et disent, je n'arrive plus à payer les URSSAF, les impôts que j'ai à payer. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue en même temps. C'est l'idée de dire, il faudrait baisser la fiscalité sur ces artisans, ces commerçants, etc., qui s'en sortent pas et qui finissent par se sentir obligés d'aller taper à la porte des collectivités locales. Mais là, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que finalement, on finit par verser des subventions à coût de chèques de 2 000 €, 3 000 €, 4 000 € dans les collectivités locales, parce qu'il y a des artisans et des commerçants qui se retrouvent à avoir un tel niveau de pression fiscale qui ne s'en sortent plus. Donc, il faut voir la totalité Nous sommes bien d'accord, mais ce que vous décrivez, Agnès, la totalité est d'une absurdité totale. C'est-à-dire, on prend des uns, on enlève les autres, on charge les uns, on charge la mule des uns pour donner à d'autres qui le mériteraient beaucoup moins. Encore une fois, on revient, et pour moi, quand j'ai lu votre livre, et je le recommande, votre livre, il faut le lire, vous révélez une chose, c'est que « Où va notre argent ?» c'était le titre d'un de vos précédents livres. Eh bien, on veut le savoir, et pour le savoir, la seule chose à faire, c'est, on aura peut-être, ou dans l'opposition, ou dans la majorité, quelqu'un qui dira, faites l'audit de l'État. L'État, c'est nous, faites l'audit, on veut savoir où il est, notre argent. Et je crois que vraiment, on s'en sortira pas autrement, sinon ça va continuer comme ça jusqu'au FMI, Agnès. Je crois, vraiment. Oui, notre responsabilité à tous, André, et je crois qu'on en porte tous une part de responsabilité dans cette affaire, parce qu'on voit tous sous nos yeux ce qui est en train de se passer. C'est de dire les choses, c'est de dire aux Français, maintenant, d'expliquer ça aux Français de manière pédagogique, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, Face au mur. Il y a des solutions pour s'en sortir. On sait ce qui est en train de se passer. On est allé trop loin dans un modèle social qui est devenu antisocial. Qui détruit de la valeur au lieu de créer de la valeur, qui détruit de l'emploi au lieu de créer de l'emploi, qui nous emmène tous vers une issue qui est négative pour la France, alors que notre pays mérite mieux. Nous devons tous collectivement essayer d'éviter cela. Mur. Merci Agnès, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, ce qu'on peut dire, pour cela, il faut de la volonté à tous les étages et du courage, encore plus de courage et de l'audace à tous les étages. J'espère qu'on aura, de ce point de vue, quelques velléités dont on a vraiment besoin. Agnès Verdier-Molinier, Face au mur, lisez-le.